Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre, le podcast où je vous laisse la parole pour raconter vos histoires. Aujourd'hui, je reçois deux femmes, exceptionnellement deux invitées, Julie et Jennifer. Vous allez voir, c'est deux femmes, deux parcours, mais au final, c'est une même histoire au centre de tout ça. La maternité rendue possible grâce au don d'ovocytes. Jennifer est devenue maman grâce à un don. Et Julie, elle, a choisi de donner ses ovocytes pour permettre à d'autres femmes de vivre cette expérience. Ensemble, elles ont accepté de croiser leurs voix pour raconter cette réalité concrète de ce geste. Le corps, l'attente, la peur, l'espoir, la gratitude aussi, bien sûr, et surtout pour briser un tabou encore beaucoup trop présent autour du don d'ovocytes. C'est parti pour ce nouvel épisode avec Julie et Jennifer. Julie, tu as 33 ans. Oui. On se connaît. On ne va pas faire comme si on ne se connaissait pas. Par contre, on va avouer aux gens que je suis très surprise de te voir ici puisque je ne savais pas que la Julie qui allait venir aujourd'hui était cette Julie-là. Je ne savais pas que c'était toi. Mais voilà, j'aime bien moi, être très honnête dans mes podcasts. Tu fais régulièrement des cours de danse avec moi. J'ai cette chance de t'avoir comme élève très assidue dans mes cours. Merci. Et je ne savais absolument pas que c'était toi qui allais venir. Et je pense que tu as vu ma surprise. Oui, absolument. Quand je t'ai vue. Toi Mais c'est toi la Julie du jour. Donc Julie, tu as 33 ans, donc tu vis dans le nord de la France. Tu es mariée à Antoine, comme c'est un joli prénom. Depuis 1 an, tu es en couple avec Antoine depuis 9 ans. Et vous êtes parents d'un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Isaac. Absolument. Jennifer, toi tu as 37 ans, tu vis à Tourcoing, dans le Nord aussi, pour ceux qui ne situent pas Tourcoing. Tu es fiancée à Alexandre et tu es en couple avec Alexandre depuis 6 ans. Et vous êtes parents d'un petit garçon de 22 mois qui s'appelle Achille. C'est ça. On va essayer de comprendre le lien que vous avez toutes les deux et pourquoi vous avez accepté de venir croiser vos histoires aujourd'hui. Julie, tu vas rencontrer Alexandre, donc le mari de Jennifer, dans le cadre de ton travail. C'est un client. Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Je suis responsable de développement commercial dans l'événementiel. Donc moi, je propose du matériel événementiel à la location et le conjoint de Jen est responsable commercial chez un traiteur. Donc il me loue régulièrement de la belle vaisselle et donc c'est comme ça qu'on a sympathisé et très vite on s'est confié l'un à l'autre et c'est vrai qu'il m'a confié un message relativement fort. Ouais, il t'a confié qu'il allait devenir papa. Absolument. Grâce à un don d'ovocytes. C'est finalement à ce moment-là que tu découvres le parcours de Jennifer et ce qu'elle va vivre, puisqu'avant, tu ne le sais pas. Non, par rapport à Jennifer, je ne savais rien du tout, Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre que quelqu'un de ton entourage, en tout cas plus ou moins éloigné, mais vit cette maternité comme une maternité différente? C'était la première fois que tu entendais parler du don d'ovocytes? Non, j'ai appris la connaissance moi, du don d'ovocytes quand j'avais 18 ans, quand je regardais des séries en Amérique. C'est vrai qu'ils font des trucs, ils monétisent beaucoup de choses. Et je me suis dit, c'est beau ce geste de donner ses ovocytes, c'est dommage que ce soit monétisé. Et donc j'ai eu le réflexe qu'on avait un peu à l'époque de googliser la chose. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, non, en France, c'était aussi possible, mais c'est gratuit, c'est anonyme. Et j'ai trouvé le geste juste beau de pouvoir aider des couples à concevoir. Mais à ce moment-là, à 18 ans, moi, j'étais pas du tout dans la parentalité. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça existe. Ça t'a remis un petit coup je me souviens que j'avais pensé il y a quelques années. Jennifer, toi, à 17 ans, ta vie bascule. Oui, exactement. Après un vaccin, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le vaccin du Gardasil contre le cancer du col de l'utérus. Donc, moi, à l'époque, je suis comme toutes les jeunes femmes, j'espère un jour pouvoir devenir maman. C'était une envie que tu avais de devenir maman? Oui, j'ai fait 11 ans de centre aéré. D'accord. Donc, je me suis toujours occupée d'enfants. Et j'avais pour souhait de fonder ma famille, d'avoir au moins 1 ou 2 enfants. Et à l'époque, donc, on fait la vaccination Gardasil en même temps avec ma sœur. Ma mère est infirmière, elle est sensibilisée par la vaccination à l'époque. Et on lui demande également de parler de cette vaccination en milieu scolaire, parce qu'elle était infirmière scolaire. Et à ce moment-là, on est vacciné, on fait le premier vaccin, deuxième vaccin, troisième vaccin, rappel. Et je ne suis plus réglée du jour au lendemain. Donc, on va voir le médecin traitant qui m'indique que je suis une jeune femme, que c'est normal qu'à cet âge-là, les cycles peuvent être déréglés suite au stress, à l'approche du bac. Voilà, c'était un peu une réaction inattendue pour un médecin. Elle ne fait pas d'examen. Elle nous dit, voilà, il faut attendre un petit peu. Le mois suivant, toujours pas de règles. Donc, on est quand même à 2 cycles perdus, pas d'examen réalisé. 3e cycle perdu. Et là, ma mère s'alarme un petit peu. On va voir un gynécologue sur l'île
qui lui va faire réaliser un bilan sanguin. Il va me rappeler le jour même, suite aux résultats, en me demandant de revenir pour faire l'examen. Donc, je retourne faire l'examen une deuxième fois et il m'appelle le lendemain en me disant « Écoutez, il faut que vous passiez ce soir, j'ai pas de place, mais ça sera ce soir à 21h ». C'est déjà un peu surprenant de la part d'un Tu comprends qu'il se passe quelque chose voilà. de Donc, j'ai pas ma normal. mère voilà, c'est ça. J'ai ma mère qui m'accompagne à ce moment-là. Et en fait, il nous dit, voilà, c'est un peu du jamais vu, mais votre fille, elle est ménopausée. Waouh, à 17 ans. Voilà. Donc, ma vie bascule. J'ai fait exactement, je pense, une trentaine d'examens en cariotype, prise de sang, scanner, IRM. J'ai fait une batterie d'examens incroyable. J'ai vu des spécialistes. C'était pas du tout génétique. Et en fait, il y avait un lien de cause à effet entre le vaccin et la maladie qui était une ovarite auto-immune, en réalité. Et ensuite, j'ai déclenché d'autres pathologies dues à ce vaccin. Notamment, j'ai fait 2 pancréatites auto-immunes. Voilà. Ce qui m'a valu quand même plusieurs mois en service de soins intensifs. Et là, je me dis, mais en fait, jamais je pourrai devenir maman parce que ça va être super compliqué. Je suis malade, j'aurai d'autres soucis de santé qui vont s'accumuler. Et puis, je suis ménopausée. Donc, on se dit, à ce moment-là, la ménopause, c'est pas égal à la grossesse. Ça veut dire que c'est terminé. Et je suis très bien accompagnée par le gynécologue qui m'a suivie à l'époque et qui me suit toujours aujourd'hui. Et il te dit quoi, lui, à ce moment-là? Il me dit, écoutez, rien n'est perdu. On a un bon CHU à Lille. Je vais vous envoyer voir le professeur Jonard, qui est du coup le même, c'est un hasard, hein, avec Julie, qui est le même médecin. Qui, toi, t'as suivi aussi pour ton pour dos. le dos, tout à fait. Incroyable. Ouais, c'est... Il y a des destins liés. Voilà, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, je la rencontre. Elle me dit, voilà, le process, c'est le suivant. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un traitement en place. Il faudra prendre votre traitement toute votre vie durant pour maintenir en place l'utérus, éviter une atrophie et potentiellement recevoir un don d'ovocytes en fonction de votre situation. Et essayer une insémination et à ce moment-là on verra ce qui a lieu de faire. Donc Bon, elle à te l'époque, donne assez j'étais jeune. rapidement finalement une solution. C'était une solution mais il n'y avait rien d'assuré. D'accord. Voilà, à l'époque elle me dit il n'y a rien d'assuré, c'est un parcours qui est quand même assez lourd, il faut être soutenu, il faut avoir un conjoint qui puisse vous épauler dans ce parcours et surtout c'est beaucoup d'attentes. Et il y a tout un parcours avec un psychologue, etc. Il y a des étapes à valider. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance. Et heureusement, on a eu la chance d'avoir 2 bonnes fées, parce que moi, je les appelle des bonnes fées, dans notre vie, parce qu'on a fait une première insémination et une deuxième qui nous a donné le bonheur d'avoir Achille dans notre vie aujourd'hui. Et sans des personnes comme Julie, on n'aurait pas eu la chance d'être parents. T'étais déjà avec ton compagnon quand on t'apprend cette nouvelle? Non, pas du tout. Donc comment tu lui annonces quand tu le rencontres que t'es déjà ménopausée alors que t'es encore toute jeune? Voilà, c'est ça. Donc en fait, on s'est rencontrés en 2019. Et puis, c'était fin 2019, début 2020. Donc Covid aussi arrive. Et donc je lui dis, écoute, voilà, je préfère te le dire tout de suite avant d'aller plus loin dans la relation. Si un jour tu as un souhait de paternité, ça va être très compliqué et je ne peux pas t'assurer ce bonheur. Je ne suis pas sûre, j'ai aucune certitude, en tout cas. Et il m'a dit, c'est pas grave, je vais t'épauler, on va y arriver, on va se battre ensemble. Ouais. C'est beau. Donc c'était la plus belle déclaration d'amour qu'un homme puisse faire parce qu'il savait d'avance que ça allait être difficile. Il savait que lui avait cette opportunité avec une autre femme d'avoir entre parenthèses facilement un enfant. Et puis il m'a choisi pour avoir du coup cet enfant. Ce qui prouve qu'il t'a bien choisi toi pour qui tu es. Oui, c'est ça. Vous allez déposer un dossier donc, pour avoir accès aux dons d'ovocytes. Donc tu le disais, hein, c'est des gros processus, il y a des rendez-vous psy, c'est des rendez-vous qui sont décisifs. Qu'est-ce qu'on vous demande en fait finalement dans tous ces rendez-vous, les rendez-vous que tu peux avoir avec les psychologues? Qu'est-ce qu'on essaye vraiment de savoir? Ils vous testent.
il vous pousse dans vos retranchements. C'est-à-dire, il y a des questions dont tu te souviens? Oui, je me souviens d'une question Plus ou moins farfelue d'ailleurs, je pense, non? Si un jour votre enfant, fille ou garçon, venait à vous poser la question à l'âge de l'adolescence en vous disant mais en fait, où est ma vraie mère? Qu'est-ce que tu... Parce qu'elle vous tutoie en fait dès le départ, elle dit est-ce qu'on peut installer le tutoiement? Qu'est-ce que tu lui répondrais? Et au moment de la crise d'adolescence, vous allez certainement être confronté au fait de toute façon tu n'es pas ma mère. Qu'est-ce que vous allez répondre à votre enfant à ce moment-là? Ouais, c'est presque la question qu'on pourrait poser à un enfant qui est adopté, finalement. Oui. Alors que, enfin, tu vois, moi en tout cas, c'est comme ça que je peux le percevoir. Et je trouve ça fort quand même comme question. En fait, elle vous teste et elle vous pose la question à vous, mais ensuite elle pose la question à monsieur. Pour voir, alors on ne peut pas se concerter d'avance sur les questions qui vont être posées puisqu'on n'a aucune idée de ce qui va nous être posé comme question à ce moment-là. Bien sûr. La chance que j'ai eue, c'est qu'Alexandre, on était raccord sur beaucoup de choses comme dans notre vie courante. Et donc, on s'est soutenus mutuellement et on a eu la petite croix qui a fait que ça a validé la case psychologue. Parce que c'est une des dernières étapes du process. Et si cette étape n'est pas validée, vous n'avancez pas sur la suite. Le process est long de combien de temps? Nous, on a mis 3 ans et demi pour avoir Achille. Après, c'est plus ou moins long en fonction de la particularité du dossier médical et puis aussi des donneuses. Le plus long dans tout ça, c'est cette attente. Vous attendez constamment cet appel en inconnu que si malheureusement vous loupez cet appel, eh ben, ils appellent quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. On ne vous rappelle pas. Enfin, vous allez rappeler pensant que c'est telle ou telle personne. Ça peut être, moi je suis suivie en service de la douleur à Urier. Je pourrais pertinemment appeler en me disant c'est les infirmières de la douleur qui m'ont appelé. Et elles vont même me dire non, c'est pas nous. Donc on vous demande de ne pas changer de numéro de téléphone, ou alors si vous changez de numéro de téléphone, bien l'indiquer au service, de bien faire attention à votre téléphone, de bien faire attention à vos mails. Les mails sont envoyés à monsieur, donc il faut être vraiment constamment en discussion et bien tout checker dans tous les sens, parce qu'il y a un début de traitement. Moi, avec mes pathologies, j'étais sous anticoagulants, sous progestérone, œstrogène, c'est des piqûres, c'est des patchs, voilà. C'est un traitement qui est assez lourd et on vous dit, voilà, ça va être un transfert frais ou un transfert congelé. En fonction de ça, les étapes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que vous allez avoir un horaire indiqué par les biologistes. Il faut savoir que eux aussi, on peut les remercier parce que c'est des gens qui travaillent le week-end, le dimanche. Ce sont des personnes qui vous appellent en vous disant, le transfert aura bien lieu demain matin à 8h. Soyez bien présente. C'est aussi là la difficulté, c'est-à-dire que prévenir votre employeur la veille ou l'avant-veille en lui disant je vais être absente dans 2 jours ou je suis absente demain, je ne me présenterai pas au travail. Il me semble que toi, tu as eu des difficultés, Oui, notamment dans ton travail. Voilà, c'est ça. Ouais, ça peut être très mal perçu et puis on peut tout simplement vous dire non. Et à ce moment-là, c'est à vous de prendre des décisions pour votre vie personnelle et votre vie professionnelle, parce qu'on sait qu'il va y avoir un impact, soit d'un côté, soit d'un autre. Et moi, ma priorité, c'était de construire ma famille. Donc, j'étais prête à tenter le tout pour le tout. Même si je perdais mon travail, j'en aurais retrouvé un autre. Je savais que j'étais épaulée par mon conjoint pour ça, et ça, c'était important. Et de savoir qu'on pouvait avoir une donneuse, quelqu'un qui a donné sans savoir à qui irait le don d'ovocytes, mais de se dire qu'elle va pouvoir créer une famille indirectement et puis faire de nous des coparents. Enfin, je trouve ce geste juste magnifique parce que c'est quand même fort et puis c'est assez lourd quand même. Je pense moins lourd que ton parcours quand même. Moi, en soi, c'était un cycle, tu vois. Oui. Mais il y a quand même les piqûres, les échographies. Oui, ça c'est sûr. Je trouve qu'il faut aussi Tu sais pourquoi tu le fais au final. Ouais, tu vois. C'est beau le message que vous renvoyez l'une à l'autre. De toi, ton parcours a été difficile. Oui, mais toi aussi, le tien a été difficile. Et sans le tien, le mien n'aurait pas eu lieu. En fait, finalement, c'est ça. Tu parles de donneuse. Vous allez enfin avoir une donneuse compatible il y a quelques années, la première fois. Tu vas avoir une donneuse compatible, c'est en quelle année? Le premier don, c'était, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était fin 2022, début 2023. On fait un premier... donc là, c'est un transfert congelé à ce moment-là.
Donc je suis prévenue en amont, c'est-à-dire que j'étais prévenue le jeudi pour la semaine suivante pour le transfert. Donc on vous prévient en vous disant on a trouvé potentiellement une donneuse, donc il faut qu'on mette en place le traitement 15 jours avant. Donc on met le traitement sans avoir la certitude que tout ira bien parce que en fonction de si c'est un transfert frais ou congelé, c'est différent. Et il se peut que le nombre d'ovocytes ne soit pas suffisant ou ne prennent pas, tout simplement, en laboratoire. Ça aussi, c'est une attente et un stress au début du parcours, c'est-à-dire que... Donc, Alexandre a fait aussi plein d'examens, notamment un spermographe. Enfin, il a eu aussi un prélèvement qui est beaucoup plus simple que le don d'ovocytes, mais c'est congelé, il faut décongeler au préalable. Ensuite, ils mettent en labo, ça crée un embryon. Cet embryon, il doit évoluer sur 5 jours. Si, au bout de 3 jours, malheureusement, l'embryon n'évolue plus, ben, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de transfert. Ils ne font pas de test puisqu'ils savent pertinemment que l'embryon n'est pas, entre parenthèses, de bonne qualité. C'est ce que vous expliquent les biologistes. Si l'embryon est de bonne qualité, le transfert aura lieu. Mais si on tombe sur un week-end, les médecins ne travaillant pas le week-end, le transfert sera un transfert congelé, les biologistes congèlent et décongèlent pour le lundi. Donc là, c'est ce qui s'est passé la première fois. Je tombe enceinte. Donc j'avais un taux au niveau de ma prise de sang qui était relativement élevé, mais sans être explosé. Et puis on me dit, voilà, vous êtes enceinte. Donc, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentez avec ton compagnon? Je suis tellement heureuse. Et c'est l'euphorie. C'est l'euphorie. On se dit, ça y est, on va aboutir à quelque chose, c'est super. Et on nous dit, attention, attention. En fait, on vous met sur la retenue en disant, vous avez 12 jours devant vous. L'embryon doit décider de faire ce qu'ils appellent, eux, ses ramifications. C'est comme un arbre qui prend ses racines et qui doit bien s'accrocher. Donc, ils vous alertent quand même sur le fait... Sur les 12 premiers jours. Sur les 12 premiers jours. Donc, et malheureusement, moi, le 13e jour, j'ai perdu du coup cet embryon. Ça a été très violent, parce que moi, j'étais plus réglée depuis l'âge de 17 ans. Donc, le fait de reprendre en revers le fait que je ne suis plus réglée, que je suis ménopausée, mais que là, ce sont des règles artificielles, que en fait, c'est l'endomètre qui se remet en place et que j'ai perdu le bébé. Ça a été très difficile, ça a été un coup aussi dans notre couple. Il faut se l'avouer, c'est quelque chose qui met à rude épreuve un couple et qui soit sépare ou renforce vos liens avec votre conjoint. On n'en sort pas indemne. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et là, vous êtes dans le flou parce qu'il n'y a plus de suivi. On vous dit, bah voilà, c'est terminé, faut voir votre médecin traitant. Quel choc. Donc, mon médecin traitant de l'époque me dit, bah, on va arrêter les traitements, donc tout d'un coup, et vous ne savez pas la suite. Donc, on a repris contact avec le service à l'époque, qui nous a dit, bah, on vous remet sur liste. Donc, on est reparti à zéro, presque à zéro sur le processus. Donc, on nous dit, on vous remet sur liste, et donc, c'est quoi la suite? Bah, vous patientez. On n'a plus envie de patienter, j'imagine. En fait, on se dit, on a attendu autant de temps, on est passé devant le notaire, on s'est pacsé, on a signé un consentement à PMA, on a attendu, et là, on va devoir attendre à nouveau. On ne sait pas combien de temps. C'est intéressant ce que tu dis. Excuse-moi, Jennifer, je te coupe, mais il me semble qu'en France, pour faire une PMA, il faut être pacsé, c'est ça? Oui, c'est ça, pacsé ou marié. Bien sûr, mais voilà. minimum pacsé, en fait. Alors après, sinon, là, ils avaient changé également à ce niveau-là, c'est-à-dire que si vous avez 2 ans de vie commune, il faut justifier de cette vie commune, 2 ans avec des factures, etc. Vous pouvez vous lancer dans le parcours, mais entre parenthèses, vous n'êtes pas prioritaire. On nous l'a bien fait comprendre. Et vous étiez pacsé avant, vous êtes on pacsé s'est pacsé pour ça. Pour ça. Dire, donc, ça a même été un peu au début... on a été un peu jugés par nos amis parce que au final, ça faisait une petite année qu'on était ensemble et on nous a dit « Mais vous vous pacsez déjà, ça fait 1 an, c'est quand même dingue, vous allez vite quand même dans votre parcours. » Et on leur a expliqué qu'on avait cette envie d'avoir un enfant et qu'on savait que ça allait être long et surtout très fastidieux. Donc, il fallait aussi que nous, on se prémunisse et qu'on fasse les choses rapidement pour essayer de gagner du temps. Et donc, on attend 10 mois. Ouais. Vous avez un nouvel appel en inconnu, encore une fois. C'est ça. Tu te souviens de cet appel? C'est toi qui le reçois, c'est ton compagnon? C'est moi qui le reçois, puisque c'est moi qui devais commencer le traitement. Donc, c'est moi qui le reçois. J'étais au bureau et je me souviens, parce que en plus, j'étais pas face à mon téléphone.
Est-ce qu'on laisse son téléphone en sonnerie tout le temps? Est-ce qu'on devient un peu Au début, fou? honnêtement, au début, vous êtes constamment accroché à votre téléphone. Est-ce qu'il se comprend tout à fait? Tout le temps. Moi, je le prenais dans la salle de bain, dans les toilettes, en course, je l'avais tout le temps à la main. Et après, je me suis dit, mais en fait, il faut que je relativise, que je décroche tout simplement de mon portable et ça va se faire naturellement. Et ce jour-là, c'est une collègue qui me dit, je pense qu'il y a un téléphone qui sonne. Donc, je reconnais du coup le bureau dans lequel ça sonne. C'était mon bureau, donc je dis, oh, bah, c'est pas grave, je rappellerai plus tard. C'est pas vrai. Mais j'avais relativisé, les mois étaient passés, et puis j'ai aussi mon conjoint qui m'avait dit je pense que tu as besoin de décharger mentalement, ça va aller, il faut aussi déstresser, c'est ça qui va faire que ça va bien se passer. Et puis en fait j'arrive, dernière sonnerie, j'attrape le téléphone, je décroche. Oui, bonjour, c'est le service Amandine du Sécos. Qu'est-ce qui se passe pour la là, à ce moment-là dans ta tête, dans ton corps? J'ai failli louper l'appel de ma vie, quoi. Enfin, l'appel de notre vie, j'ai failli louper l'appel. Et qu'est-ce qu'on te dit au bout du Donc fil? on me dit, voilà, on a à nouveau une donneuse pour vous, il faut commencer le traitement dès aujourd'hui. Donc ils vous l'envoient par mail. Donc là, vous faites la course dans les pharmacies pour trouver les traitements en sortant du bureau, parce que les pharmacies n'ont pas tout sur Bien place. sûr. L'appel d'un infirmier pour qu'ils puissent venir faire la progestérone, ce qu'ils appellent eux retard en injection en intramusculaire, dans les 2 jours. Ça aussi, hein, donc c'est la course contre À l'organisation, quoi. Ah oui, oui. Et puis, j'ai eu de la chance. Enfin, je pense que c'était le destin. Je vais à la pharmacie où j'ai l'habitude d'aller, et là, elle avait tout. Donc je me dis, cette fois-ci, je ne vais pas courir dans toutes les pharmacies, c'est incroyable. Bon, je me dis, peut-être qu'il y a une bonne étoile. Et on nous appelle en nous disant... on nous rappelle le lendemain en nous disant ça va être un transfert frais, on a une bonne nouvelle, il y a plusieurs ovocytes. Donc là déjà c'est l'explosion à l'intérieur, je me dis super quoi, enfin il n'y en a pas qu'un. Et elle me dit on va en mettre ce qu'ils appellent eux en culture, on va en mettre 3. Donc je me dis 3 chances. Sur les 3, il y en a un qui au bout du 2e jour ne donne pas suite et puis meurt, on va dire, en culture. Ça, tu le sais quand? Comment? Tu le sais la veille de l'implantation. D'accord. La veille de l'implantation, c'est la biologiste qui rappelle en disant voilà, sur les 3 cultures, on en avait du coup 2 de très belle qualité. Parce qu'eux appellent qualité parce que c'est pour se dire que quand ils font l'implantation, il y en a qui sont un peu plus beaux en évolution que d'autres. Il y en a un malheureusement sur lequel vous n'aurez pas de suite parce qu'on l'a perdu en culture. Et elle nous dit, il y en a un à J+3 qui n'a plus évolué. Donc déjà sur 3, vous n'avez plus qu'une seule chance. Mais il y en avait 6. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est cette étoile-là. C'est celle-ci. Elle est là, je m'accroche à elle. Donc, on part du coup au centre Amandine. Ce qui peut aussi effrayer les gens, c'est que ce sont des préfabriqués. Donc on peut aussi se poser des questions sur l'aspect sanitaire. C'était même, je me souviens, un peu étrange. On s'est dit, c'est un hôpital désaffecté. Ouais. Non, mais c'était... On s'est dit, ça fait un peu peur quand même. Bon, c'est tout. C'est pas grave. On va s'accrocher. Ça va bien se passer. Et puis, en fait... T'y crois à ce moment-là? Ouais. On y croit de tout notre cœur. Ouais. Et on se dit, ça va bien se passer. Et là, je le vois un petit peu comme un signe. J'étais fan, je suis toujours fan de Norah Jones. Ouais. Et la biologiste met une petite chanson le temps de l'implantation pour essayer de vous détendre et tout ça. Et elle met Norah Jones. Écoute, je crois tellement au signe de la vie comme ça. Mais je suis convaincue de ça. D'une bonne étoile là-haut qui te fait un signe et qui te dit, là c'est bon, là, tu vas voir. Donc, l'implantation se passe. Je me dis, cette fois-ci, je vais vivre normalement. J'arrête de stresser. Je ne prends pas d'arrêt. Alors, la chance que j'ai eue, c'était que c'était vendredi. Donc, j'avais posé un RTT le vendredi. Et sur le week-end, samedi, dimanche, je me suis reposée, mais normalement. Et t'es repartie lundi au boulot? Je suis repartie au travail le lundi, alors que précédemment, j'avais quand même pris 5 jours de repos. Et là, je suis retournée au bureau. Faut savoir que je portais des boîtes à archives avec des dossiers très lourds.
pour des recherches professionnelles. Et ce jour-là, je suis allée à la cave, j'ai porté. On m'a dit non, mes collègues m'ont dit tu vas pas porter. J'ai dit si, parce qu'elles étaient au courant de mon parcours. J'ai dit si, je vais porter, tout va bien, je vis normalement. Et en fait, on continue à vivre, on va dire, on sort, on voit des amis, de la famille. Et on m'appelle un mardi au bureau, nous sommes cambriolés. Donc là, le stress, parce que la police, la voisine, tout s'accumule. Et je me souviens, j'ai fait un malaise au bureau. Je suis montée à 21 de tension. Waouh, c'est énorme. Le stress. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, le sort il s'acharne sur nous. Donc j'ai mon employeur qui me dit, écoute, quitte le bureau, il n'y a pas de souci, je comprends, on s'y est en courant. J'arrive, déjà ils avaient, on va dire, vandalisé le logement. On devait déménager, donc j'avais commencé à faire des cartons tout en étant enceinte. Mon médecin traitant me dit, là par contre, je vais te mettre à l'arrêt cette semaine pour essayer de faire descendre ta tension. Il en va aussi de la santé du bébé, parce que là pour le moment tout est ok. Donc je suis à l'arrêt, donc ça c'était le mardi. Et le jeudi, ils sont revenus dans le logement pour finir ce qu'ils n'avaient pas terminé. J'étais dans le logement. Je savais que j'étais enceinte parce que j'avais eu ma prise de sang la veille. Et je savais que le taux était explosé. Et mon médecin traitant m'avait même dit, je pense que c'est des jumeaux, c'est pas possible. Et là, je me dis, je suis enceinte. Cette fois, c'est sûr, le taux, il est élevé, j'y crois. Je me dis, j'ai fait 21 de tension, j'ai pas perdu le bébé. Je ne compte pas le perdre maintenant. Il y a une force surhumaine qui ressurgit en toi, à ce moment-là. Et là, je dis, je les laisserai prendre tout ce qu'ils veulent. Juste, je veux pas qu'ils me touchent. Donc, je me dis, c'est tout. Tout ce qu'ils veulent prendre, qu'ils prennent, c'est matériel. Et comment ça se passe alors, ce cambriolage ? Donc je rappelle la police parce qu'ils étaient au pied de biche en train de forcer la porte. J'appelle la police. Tu les entends Ah oui, j'entends le pied de biche dans la porte. On avait fait réparer la serrure, etc. par un serrurier 2 jours après. Donc ils viennent de cambrioler, c'est reparti. Ouais, ils n'avaient pas terminé, ils avaient été dérangés par la voisine en réalité. Ah oui, non mais incroyable cette histoire. Et de ce fait... j'ai la police en ligne qui me dit surtout enfermez-vous dans une pièce parce que c'est la même équipe qui a cambriolé une dame à Marc-en-Barœul. Ils lui ont sectionné un doigt pour avoir le code du coffre. Magnifique, super. Je vais bien aller me mettre dans une petite pièce, effectivement. Donc je me mets dans la salle de bain, seule pièce qui fermait à clé. On était en location à l'époque. C'est assez rare d'avoir des pièces qui ferment à clé chez soi, c'est souvent des Dans les toilettes. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Et on habitait au 5e étage. Donc ils me disent, avez-vous la possibilité de sortir par une fenêtre ? Oui, bien sûr, par le 5e étage, monsieur. Waouh. Donc, tu leur dis que tu es enceinte au téléphone ? Donc je lui dis, écoutez monsieur, je suis en parcours de PMA. Je lui dis, si tout va bien, je suis enceinte. Je vais certainement pas essayer de passer par la fenêtre du 5e étage. Donc le monsieur me dit, écoutez madame, surtout ne sortez pas, on va mettre les gyrophares, on va faire du bruit volontairement pour les faire fuir. Si néanmoins ils arrivent à passer la porte de la pièce dans laquelle vous êtes enfermés, cédez à tout ce qu'ils vous demandent. Ah, mais là, de toute façon, je m'étais déjà préparée moi-même avant le discours du policier en disant je leur donnerai tout. Et c'était la pièce où ils n'avaient pas terminé de fouiller à l'époque, puisque j'avais retrouvé encore des bijoux le soir du cambriolage quand on a dû faire l'inventaire de tout ce qui nous avait été volé. J'ai dû faire un complément de plainte à l'époque, parce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure en fait, du temps, de ce qu'on n'a plus, et puis effectivement on a omis de mettre ça et ça dans la plainte. Et la tension n'est pas baissée. J'étais toujours à 21 de tension, puisque j'ai vécu en direct à nouveau le cambriolage. C'était très stressant, j'arrivais plus à dormir. Tu penses à ton bébé là tout de suite ? Qu'est-ce que tu te dis là ? Ah oui, je me dis, là c'est sûr, je vais le perdre. Enfin, cambriolage, recambriolage, le stress, là c'est une certitude, il va jamais s'accrocher, il tiendra pas. Et là je me dis, à cause d'eux, je vais perdre tout espoir d'avoir un enfant. Et non, il s'est accroché. Il s'est accroché, mais ça a été une grossesse difficile. Ça a été une grossesse difficile, donc j'ai été arrêtée tout de suite parce que de ce fait, le stress avec mes pathologies auto-immunes a déclenché un gros diabète gestationnel. Donc j'ai fait de l'hyperglycémie, de l'hypoglycémie.
C'est d'ailleurs pour ça on m'a fait une césarienne, puisque j'aurais pu faire un coma hypoglycémique et on aurait pu décéder tous les deux. Ton fils naît par césarienne à 36 semaines, c'est ça? Ouais, 36 plus 2. Donc, on était en hypo tous les deux. J'ai été hospitalisée 3 jours avant. Ils font une petite cure par intramusculaire pour la maturation des poumons, parce que la maturation des poumons n'est pas faite à 36 semaines. Et en fait, je me suis dit, cette fois-ci, par contre, je vais me reposer. Donc, je suis restée, pour ainsi dire, presque alitée, hein. J'étais allongée. La seule chose pour laquelle je me levais, c'était me doucher et me faire à manger. Mon conjoint, il a tout géré. Il a géré les courses, je portais pas de lourd. On a tout fait vraiment pour que ça se passe bien. On est parti en vacances tout de même. J'étais très stressée dans l'avion parce que je me suis dit, c'est pas possible, je vais le perdre. Au décollage, à l'atterrissage, j'ai stressé. Et c'était légitime parce que j'avais tellement peur de le perdre cette fois-ci. Et il s'est accroché. Et il avait vraiment envie d'être là, ce bébé. Et, Un petit guerrier. C'est ça. Et c'est aussi ce qui a fait le choix du prénom, Achille. Parce que ça a été aussi mon bébé bouclier. C'est-à-dire que tout le temps où j'ai été enceinte, je n'ai plus aucun pic inflammatoire dans mes pathologies auto-immunes et plus aucune hospitalisation, parce que j'ai une hospitalisation mensuelle par perfusion pour temporiser, on va dire, tous ces problèmes de santé. Et c'était un second souffle. Alors que lors de ta grossesse, tout allait mieux, C'est ça. au final. Ouais. C'était mon bébé bouclier. En fait, j'avais plus aucun souci de santé, j'étais en super forme, j'étais fatiguée, mais je pense comme toutes les mamans. Et puis après, il y avait le diabète qui a fait que... Mais pour moi, c'était rien. Par rapport à tout ce que j'avais déjà vécu en santé, c'était rien du tout. J'étais prête à tout pour avoir ce bébé et qu'il soit bien, qu'il soit en forme. Et j'ai fait attention à ce qu'on m'a demandé au niveau du service de diabéto. Il y avait aussi de la frustration parce qu'on a des envies en étant enceinte. Et ces envies, moi, j'ai pas pu, on va dire entre parenthèses, les assouvir. En sucre, je devais faire vraiment attention. Ou des envies bêtes, hein, mais une pizza, de se dire, oh, j'ai envie de manger une bonne pizza, un bon burger. Et ben non, parce que le diabète, l'hyperglycémie. Et non, c'était dangereux pour lui comme pour moi. Donc c'était déraisonnable. Donc voilà, j'ai fait attention, on a été allongés, on a eu un gros suivi, mais ça nous a permis d'avoir notre fils aujourd'hui. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es devenue maman? C'est une explosion, vraiment. L'amour qu'on a pour notre enfant, c'est inconditionnel. En fait, vous avez votre vie qui change du jour au lendemain et vous êtes dans cette bulle de douceur, d'amour, cette connexion que vous avez avec votre bébé, c'est magique, vraiment. Et comme c'était un bébé qui était en hypoglycémie, on a fait du pot à pot. On est resté 18 jours à la maternité. Oui, quand même. Mais ça a été magique parce qu'on a fait beaucoup de pot à pot. Et le fait d'avoir son bébé sur soi, aussi papa, parce que du coup c'était important. Lui avait une chaleur corporelle qui était plus importante. Et pour la glycémie d'Achille, il était important d'avoir beaucoup de chaleur. On ne le sait pas, moi je l'ai appris comme ça. La glycémie se régule aussi avec la chaleur du corps humain. Et ça a très bien fonctionné. Achille est revenu très vite à la norme. Ça a été beaucoup plus compliqué pour moi que pour lui au final. Il n'a pas perdu de poids, alors que quasiment tous les bébés perdent du poids. Et lui, il n'a fait que prendre du poids. Et puis, j'étais mitigée sur le fait de l'allaiter. Je m'étais dit, je verrai bien. Je vais vivre l'instant, je vais faire la tétée de bienvenue, et puis on verra. Et puis, j'ai décidé de l'allaiter parce que c'était intime. C'est une relation qui se crée avec votre enfant, qui, je pense... Faut pas avoir de regrets et de se dire qu'on n'a pas pu le faire. Il y a des mamans, malheureusement, qui n'ont pas la lactation pour. À l'époque, d'ailleurs, moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'avais une montée de lait qui était tellement incroyable que j'ai pu donner à la maman d'à côté qui avait accouché par césarienne 1 heure après moi.
C'est fou, on t'a aidé à avoir un enfant et toi tu aides à l'aider à allaiter En fait, tu donnes de ton lait oui, à c'est côté. ça. Enfin, c'est fou, en fait, c'est une transmission qui... Bah, C'est- pour moi, C'est c'était la suite entre logique. femmes, quoi. C'est Voilà, fou. Ouais, c'est la ça. C'était la sororité, suite, un peu, je pense. Ouais, c'est ça. C'était la suite logique. En fait, je me suis dit, moi, on m'a aidé, j'ai cet enfant, cette maman, elle a le souhait d'allaiter et sa lactation, elle vient pas parce que la césarienne, c'est quand même aussi très difficile. On n'en parle pas beaucoup. Et aussi l'allaitement pendant le postpartum et la césarienne, les douleurs de cicatrices qui tiraillent, c'est quand même Bien dur. sûr. Moi, en plus, j'ai eu des complications, une infection sur la césarienne. Enfin, ça a été beaucoup plus difficile que ça. Mais toutes ces femmes qui accouchent par césarienne, c'est pas rien. Faut le savoir, c'est pas parce qu'on n'accouche pas par voie basse que c'est pas un accouchement difficile, honnêtement. Et puis, je vous dis, c'est cette césarienne qui fait que, en fait, vous n'avez pas de montée de lait naturellement. Et cette maman qui avait le souhait, en fait, c'est quelqu'un dans le service de pédiatrie, elle discutait entre elles, puis elle me disait, ça me fait mal au cœur, cette maman qui n'arrive pas à avoir sa montée de lait. Et puis moi, on m'a dit, on va vous stimuler, vous allez avoir le tire-lait, et puis pour stimuler la montée de lait. Et en fait, quand j'ai fait mon tirage, pour le premier tirage, j'ai eu 110, et elles m'ont dit, 110 ml. Non, mais vous avez fait plus que 5 minutes. Non, j'ai juste fait 5 minutes. Et elles m'ont dit, mais c'est incroyable. Et elles ont défilé dans la chambre, et je me suis dit, c'est apparemment quelque chose d'anormalement incroyable. Et j'ai dit, excusez-moi, j'ai entendu vos collègues discuter dans le couloir parce que la porte était entrouverte. La maman à côté, elle souhaite allaiter, mais sa montée de lait, elle vient pas. C'est le même process. J'ai posé la question, est-ce que c'est le même process que le mien? C'est-à-dire, est-ce qu'on va aussi la stimuler par tirage pour faire venir la montée de lait? On m'a dit, oui, exactement. Et je leur ai dit, du coup, là, il y a trop pour mon bébé. Si je tire régulièrement, est-ce qu'on peut lui donner à la maman? Et elle m'a dit, ah, si vous faisiez ça, ça serait superbe. Qu'est-ce qu'elle a dit, la maman? Elle est venue te voir? C'est le papa, parce que la maman, elle était encore allaitée avec la césarienne. C'est le papa qui est venu en disant, vraiment, merci pour ma femme. Enfin, c'est adorable, vous ne nous connaissez pas et vous venez faire ça pour nous. Tu lui as expliqué, toi, dans quelle situation tu étais et que Non. tu... Non. Non, même pas. Je lui ai dit, écoutez, c'est normal, on se soutient. On est des femmes et on se soutient. Enfin, j'espère C'est de touchant. tout mon... Je lui ai dit, j'espère de tout mon cœur qu'elle va avoir sa montée de lait et qu'elle pourra allaiter. Et elle a pu allaiter. Donc, quand on m'a dit, non, il n'y a plus besoin de faire... Parce que j'ai dit, j'ai fait le tirage pour Achille. Est-ce que je fais le tirage pour le petit garçon? On m'a dit, non, c'est bon, la maman, elle a eu la montée de lait. C'était aussi une victoire. Bien sûr. Et malheureusement, après, j'ai dû arrêter soudainement l'allaitement. On ne m'a pas laissé le choix parce que moi, j'ai eu des soucis d'infection. Et en fait, j'avais une infection dans le sang à cause de mon infection sur ma césarienne, qui est en parcours actuellement au niveau de la justice parce que moi, je ne trouve pas ça normal. Et surtout, je ne veux pas que ça se reproduise sur une autre maman. Cette faute ne doit pas avoir lieu, en tant que patiente, en tout cas, dans un milieu hospitalier. C'est pas possible. Donc, c'est aussi pour ça. Et donc, on va dire qu'on se bat pour les mêmes valeurs avec Julie. On déteste l'injustice toutes les deux. Et du coup, c'est important pour moi d'avoir justice pour toutes ces femmes qui pourraient avoir le même souci que moi. On va parler de toi, Julie, justement. T'as toujours eu envie d'avoir un enfant? Je ne l'ai pas nourri tout de suite, mais c'est vrai que quand je me visualisais en étant plus jeune, quand je visualisais ma vie à 30-35 ans, ouais, je voyais bien une famille, un mari, des enfants, quoi. Ça a été plutôt facile, le processus pour toi, pour tomber enceinte? Je suis tombée enceinte naturellement. Mais c'est vrai que je suis tombée enceinte au bout de 6 mois après le premier essai. Je crois que la moyenne en France, c'est entre 6 et 9. Entre 6 et 9, ouais. Et en fait, ça m'a paru déjà très long. Parce qu'en plus, ça faisait déjà 2 ans qu'on se disait oui, on va avoir des enfants, mais voilà, c'est pas le moment financier, c'est pas le moment logistique, entre guillemets, par rapport à l'appartement, maison, etc. Bref. Donc, au moment où on a lancé le premier essai, moi, dans ma tête, ça faisait déjà 2 ans que je nourrissais ce besoin viscéral, tu vois. Et premier cycle, bon, toujours pas, c'est pas grave, c'est un cycle, ça va, 2e cycle, 3e cycle. Par contre, vraiment, le 5e cycle, quand tu vas aux toilettes, que tes règles, elles ont de l'avance, vraiment, je me suis effondrée dans les toilettes. Et j'ai eu de la chance, il arrive au 6e. Mais en fait, vraiment, cette attente, elle m'a paru, moi, interminable. Et en parallèle, j'avais une de mes meilleures amies qui, elle, ça faisait déjà 1 an et demi qu'elle était en parcours PMA. Et on est à un âge, voilà, tu vois, autour de la trentaine où... Tous les amis commencent à tomber enceintes, effectivement, et en à se fait, marier. cette amie, elle était vraiment à chaque fois, mais sincèrement heureuse quand il y avait d'autres amies qui annonçaient leur grossesse.
Et je trouvais ce paradoxe vraiment... je me suis dit, mais comment elle arrive à gérer? Elle a ce besoin, elle a cette envie, et en même temps, elle est sincère quand elle se réjouit pour d'autres. Et donc déjà là, j'étais touchée parce que du coup, elle se confiait. Moi, pendant mon petit 6 mois où on se parlait beaucoup, et elle m'avait déjà dit, si ça ne fonctionne pas, le prochain parcours sera potentiellement le don d'ovocytes. Et donc moi, ça me fait le rappel aussi avec le don d'ovocytes. Donc j'avais demandé des informations au niveau du CHU à ce moment-là, une fois que j'étais tombée enceinte. Et je l'avais gardé pendant ta grossesse? Ouais, et je l'avais gardé pour plus tard en mode, enfin voilà, comme un truc que tu as sur ta to-do list et tu y reviendras un jour. Et temps se passe, voilà, donc j'ai mon petit Isaac, tout va bien, il arrive quelques jours avant le terme. Moi, c'est marrant parce que j'ai pas eu cet amour tout de suite, en fait, et je suis contente, heureusement, que les réseaux existent parce que je l'ai eu, j'étais à moitié shootée avec la péridurale et je l'ai eu sur le corps et je me suis dit, c'est quoi ce truc, hein, ça y est. Vraiment, c'est un chamboulement, t'as pas le temps de réaliser ce qui t'arrive. Alors que vraiment, je le voulais de tout mon cœur, tu vois, mais ça m'a mis 2-3 petites heures à réaliser, même dans la chambre, je le regardais, genre, oh, ça y est, ça y est. Et après, j'ai continué à parler, moi, avec cette amie qui n'avait toujours pas d'enfant. Et elle a mis un petit temps à tomber enceinte, et donc voilà, après, ça s'est passé, donc tant mieux pour elle, elle vient d'avoir son deuxième. Et j'avais toujours ce petit dossier dans ma boîte mail suite à ma demande d'information au CHU. Et un jour, je rencontre Alexandre. Et ouais, première fois qu'on se voit, je l'invite au showroom pour lui montrer les beaux produits qu'on a, etc. Et on prend un petit temps pour se parler, débriefer à la fin. Et je lui dis, alors vas-y, parle-moi de toi un petit peu. Et en fait, très naturellement, il s'est confié à moi. Et ça m'a fait la piqûre de rappel. Tu vois, tu parlais de croiser des chemins, croiser des destins. Je me suis dit, bah ouais, en fait, je pense que si j'ai connu le don d'ovocytes à 18 ans avec cette série, si j'ai fait la demande de dossier il y a plus d'1 an, etc., est-ce que ça ne veut pas dire... Bon, je lui dis, vas-y, c'est le moment là. Là, c'est le moment d'entrer dans le parcours. Et donc, quelques jours après le rendez-vous avec Alex, j'ai rempli le dossier et j'ai envoyé ça au CHU. Et c'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il faut remplir dans ce dossier? Qu'est-ce qu'on te demande? Tes informations civiles, comment tu t'appelles, ta date de naissance. C'est déjà un premier tri. En fait, sur le volet, ils te demandent déjà s'il y a des maladies dans ta famille proche, tu vois, au niveau de tes frères, tes sœurs, tes parents, tes grands-parents. Et en fait, je pense que c'est un premier tri sur le volet. Quand tu passes déjà cette première étape, ils te rappellent derrière pour avoir un entretien et avec le docteur et effectivement avec le psychologue. Je pense que c'est un peu moins lourd du côté donneuse, mais voilà, il faut qu'il fasse le tri aussi. Enfin, clairement, si c'est pour que l'enfant à naître, il ait des pathologies, c'est pas le but non plus. Et au niveau psy, nous, les questions, c'était plutôt, voilà, si cet enfant... Parce que la loi bioéthique a changé. Ce qui fait que maintenant, le don, il est gratuit, il est anonyme. Mais si l'enfant à 18 ans souhaite ouvrir son dossier pour voir déjà les antécédents médicaux, il le peut. Mais il peut pousser l'ouverture du dossier jusqu'à voir l'identité de la donneuse. Donc déjà, toi, dans ton deuxième dossier que tu dois remplir, il y a un petit encart où c'est marqué, voilà, si l'enfant ou les enfants issus du don ouvrent le dossier, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Et moi, je me rappelle que ça a été vraiment la question la plus difficile. Ben, je ne sais pas. Enfin, moi, je veux juste aider quelqu'un. Cette attente qui a été longue chez moi, en fait, c'était inconcevable. Tu peux ne pas vouloir d'enfant et ça te regarde et vraiment, ça se respecte. Mais je trouvais ça vraiment injuste que des gens qui avaient beaucoup d'amour à donner et envie, ils ne puissent pas, juste parce que médicalement, ça ne fonctionne pas. Donc, quand il y a cette petite chance, je me suis dit, bah, si ça peut être un petit geste, enfin voilà, à mon échelle. Tu as écrit quelque chose dans cet encart? Oui, j'ai mis quelques jours à le remplir, mais je ne sais plus exactement comment je l'ai formulé, mais j'ai dit quelque chose du style voilà, si tu ouvres ce dossier, c'est certainement que tu as des questions. Et enfin voilà, bienvenue, et je te répondrai à tes questions sur ton identité, sur ton parcours, sur ce que tu veux. Parce que pour moi, effectivement, il y a ce don-là, mais ça ne s'arrête pas là. Si demain, cet enfant il a des questions, je sais pertinemment que ce ne sera jamais mon enfant et je ne me considérerai jamais comme sa maman. Pour moi, sa maman, c'est vraiment la personne... S'il y a eu enfant de ce don, c'est vraiment la personne qui l'a porté, qui l'a élevé, tu vois. Est-ce que tu sais d'ailleurs s'il y a eu enfant de ce don? Est-ce qu'on te dit? Non. Non, on te dit rien. Donc tu ne sais pas aujourd'hui si ton don a déjà ou pas servi? Déjà, normalement, tu n'es pas censé savoir le nombre d'ovocytes qui ont été recueillis. Et moi, je l'ai su parce que quand elle m'a appelée, la professeure Jonard, normalement, tu donnes le don, après, terminé, tu rentres chez toi et c'est fini, entre guillemets, toi, dans ton parcours. Et en fait, le professeur Jonard est tellement investi dans ce qu'elle fait qu'elle m'a appelée pour savoir voilà, comment je me sentais après la ponction à J+2, J+3. Et j'ai dit, bah, non, franchement, ça va. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'on peut redonner une deuxième fois?
Parce qu'en fait, il faut savoir que grosso modo, tu as 2 demandeuses pour une donneuse. Tu as au moins moitié moins de donneuses. Donc je me suis dit, si je donne 2 fois, potentiellement, ça équilibre, quoi. Elle m'a dit, vous voulez un deuxième enfant ? Ouais. Bah voilà, vous réagissiez très bien au traitement, mais finalement, c'est déjà très bien, mais on n'a eu que 7-8 œufs. Donc voilà, réservez-vous, et si vous voulez un deuxième enfant, entre guillemets, gardez-les pour vous, quoi. Donc, chose que je n'aurais pas dû savoir normalement, puisque tu n'es même pas censé savoir le nombre d'ovocytes que tu as donné. Mais donc voilà, après, c'est tellement aussi un parcours derrière, effectivement, sur les 8, combien vont être mis en culture, combien vont prendre et combien vont s'implanter réellement dans la maman et prendre vie pendant 9 mois, quoi. Comment ça se passe cette ponction ? Tu arrives un matin à l'hôpital et tu ressors l'après-midi ? C'est ça, le midi même, juste tu peux pas conduire. Donc, t'étais stressée toi avant ? Quand je suis arrivée dans la chambre un peu glauque, je me suis mise un peu à stresser, mais tu sais pourquoi tu le fais. Vraiment, tu sais pourquoi tu le fais. T'as toujours eu au fond de toi ce sentiment de je sais pourquoi je le fais et t'as pas douté, tu t'es pas dit je rebrousse chemin Non, vraiment. Alors, tu as le droit de rebrousser chemin. Ils te le disent vraiment à chaque étape. Tu as le droit de t'écouter. Enfin voilà, ça reste un don de tous. Bien donc sûr. Tu as le droit de t'écouter là-dessus. Mais ouais, c'est vrai que je ne suis pas fan des aiguilles. C'est vrai que c'est beaucoup d'allers-retours à l'hôpital entre les échographies, les rendez-vous psy, les rendez-vous médicaux, etc. Oui, c'est prenant, ça demande quand même du temps et de l'énergie. Ouais. Mais en fait, vraiment, au final, tu sais pourquoi tu le fais. Donc vraiment, ça balaye tout le reste. Et juste quand il y a eu ce petit encart que j'ai pris conscience, parce que quelqu'un qui vient me voir, ça me regarde, moi c'est mon don. Mais j'ai un fils, j'ai un mari, comment il perd. Donc j'en ai parlé avec mon mari aussi, comment tu percevrais le fait qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui tape à la porte. Salut, t'es ma mère biologique, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a dit ton mari ? Voilà, il me suivait, il comprenait pas, il sait que j'aime pas les aiguilles, il dit je comprends pas pourquoi tu t'infliges ça, mais au final je sais pourquoi tu le fais, donc je te fais confiance, quoi, vas-y. Combien de temps de processus à partir du moment où tu as vraiment enclenché le début de la démarche et jusqu'au moment où tu es sortie de l'hôpital et que tu avais donné Alors, fait son don ? moi, ça a mis entre vraiment le renvoi du mail et la ponction, je dirais un petit 7-8 mois. Ah ouais, quand même, mais parce que, en fait, en réalité, ça aurait pu prendre que 4 mois, mais étant dans l'événementiel, moi, j'ai voulu attendre un certain moment de l'année. Ouais. Pour que 4 mois, c'est déjà quand même... Ouais, mais parce que les rendez-vous, enfin voilà, Bien ils ont sûr. aussi tout leur travail à mais ça l'hôpital. reste, ça reste alors, un don de soi dans les deux sens du terme, je trouve. Un don de soi, tu donnes vraiment, là pour le coup, tu donnes une partie de toi et un don de ton temps. Ouais. Et c'est beau aussi de donner son temps aujourd'hui. Si tout le monde pouvait donner rien que de donner un peu de temps à l'autre, la société serait différente. On avancerait peut-être un peu mieux. Quand vous vous êtes rencontrés, que vous avez échangé vos parcours, du coup, quel regard vous avez eu l'une sur l'autre ? Moi, je me souviens qu'Alex m'a dit, j'ai rencontré la commerciale chez le loueur avec qui je vais travailler. Et il m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. Je pense que vous pourriez vraiment bien vous entendre avec Julie. Et il m'a dit, Julie, elle a fait quelque chose pour quelqu'un. Je lui dis, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là ? Elle a fait quelque chose pour quelqu'un. Est-ce une devinette ? Je ne connais pas cette personne et elle a fait quelque chose pour quelqu'un. Et il m'a dit, à ton avis, qu'est-ce qu'elle a pu faire comme geste fort ? Je lui dis, bon, un geste fort. Je lui dis, je sais pas, elle a aidé quelqu'un de sa famille, elle a fait un don d'organes. Moi, je voyais quelque chose. Tu penses pas du tout au don Non, pas du tout de suite. Non. Je pense au don d'organes en me disant, elle a fait quelque chose pour sa famille ou pour un ami ou anonymement. Un don de moelle osseuse, peu importe, mais quelque chose de vraiment intense. Il me dit, c'est un peu, ça y ressemble, mais c'est pas totalement ça. Et il me dit, en fait, on a discuté, et suite à notre discussion, elle avait déjà le souhait de faire un don d'ovocytes. Elle a fait un don d'ovocytes. Et là, je me suis effondrée. C'est tellement beau. C'est hyper émouvant. Ouais, Toi, tu sais pourquoi tu le fais. C'est hyper émouvant. Et je me suis dit, je la connais pas, mais c'est une bonne fée. C'est incroyable qu'on en ait une sur notre chemin de vie. Et je lui ai dit, même si c'est pas pour nous, elle l'a fait pour quelqu'un. Et je lui ai dit, c'est tellement une belle personne. Et je lui ai dit, c'est le destin. On te l'a mis sur ta route, c'est le destin. Indirectement, elle va aider quelqu'un. Ça, c'est incroyable. Et je lui ai dit, c'est que c'est vraiment une belle personne. J'ai aucun doute là-dessus.
Et la à ce première fois que moment-là- tu la rencontres, Et là, c'est- En fait, c'est comme si... c'est comme si on se connaissait. Alex, il parlait beaucoup de moi Oui, à c'était Jen, ça. il me parlait beaucoup de Jen. Je pense que c'est comme si on... En fait, il n'y a pas eu cette gêne de « salut, ça va Oui. c'est la première fois qu'on se rencontre ». On Il y a eu s'est quelque parlé chose de naturel, naturel, ouais, en fait. voilà, Ouais, en très fait, c'est naturel. ça, c'était comme si je la connaissais. Et puis, Alex m'a dit, c'est la version de moi, mais au féminin. on a des mouchoirs pour toi si Et tu il veux. m'a dit, merci. Et il m'a dit, tu vas l'adorer, j'en suis persuadée, vous allez bien vous entendre. Et en fait, au quotidien, il me disait, Julie, j'ai vu Julie aujourd'hui, ceci, cela. Et puis moi, je lui disais, alors, comment elle va? Mm. Et enfin, c'était réciproque. En fait, on prenait des nouvelles sans vraiment se connaître. Mais quand on s'est vu la première fois, c'était Ouais, c'était très naturel. c'était en fait, naturel et on a discuté de tout, de rien. Moi, je lui avais envoyé un petit message. Parce qu'il m'avait dit, elle va faire sa ponction et tout ça. C'est donc vrai que tu m'avais envoyé un jour Le un jour, message de jour J. Ouais. le jour J. Ouais. Ouais. Et alors que vous ne vous étiez encore jamais rencontrés le jour. Non, si. À ce moment-là, on s'était peut-être aperçu à un événement On s'était pro. aperçu, mais on n'avait jamais eu d'échange. Il n'y avait lors pas d'un encore ce repas. lien d'amitié Ouais, qui a non, envoyé pas du entre vous. Et en fait, je lui ai envoyé un message en la remerciant. Je lui ai dit, voilà, sache que la maman qui va recevoir ton don ne pourra jamais te dire merci. Et je souhaite te dire merci à sa place, parce que moi-même, je ne peux pas remercier la donneuse. Et vraiment, merci du fond du cœur. Parce que même si ça n'aboutit pas, tu auras fait quelque chose d'intense pour cette personne. Et peut-être que ça aura pris et que elle deviendra maman et que la maternité, c'est quand même quelque chose d'incroyable à vivre. Et je pense que pour toutes les femmes, en tout cas, qui ont ce désir un jour d'avoir un enfant, on vit toute la maternité de façon différente. Bien sûr. Et ça, c'est normal. Mais voilà, c'est quelque chose de magique. Attention, il y a des désagréments dans la maternité, on va pas se le cacher. Ah, c'est difficile, Ah, mais mais bien c'est sûr, la bien plus sûr. belle. Mais Moi, j'aime bien dire voilà. ça, c'est la plus belle et la plus difficile aventure d'une vie. Ouais. Ouais, voilà. Et je lui ai dit vraiment, je tenais à te remercier en tout cas pour cette personne. T'aurais aimé savoir quelle est la femme qui t'a fait ce don? La seule chose que je sais, c'est qu'elle avait 24 ans, qu'elle était maman. C'est la seule chose que je sais. Donc je me suis dit, à 24 ans, potentiellement être sensibilisée à 24 ans et déjà avoir un T'es enfant. jeune, hein. Je me suis dit, peut-être qu'elle est dans le médical, je sais pas du tout. Et je me suis dit, à 24 ans, c'est fort. C'est quelqu'un qui déjà doit avoir beaucoup de courage dans sa vie, parce que c'est des démarches qui sont quand même assez longues, Bien ça sûr. prend beaucoup de temps. Et la seule chose, j'aurais aimé pouvoir passer un message sans donner mes coordonnées, sans qu'elle donne ses coordonnées. Même pour ça, pas vous être n'avez pas le droit intrusif. de donner une petite lettre sans mettre quoi que ce soit sur votre Non. identité ou J'aurais un mot de aimé- remerciement. Voilà, non. c'est ça. En fait, moi, c'est ce que j'avais demandé. J'avais dit, est-ce qu'il est possible juste de passer... on avait fait une petite photo pour le faire part, parce que j'ai une amie qui est photographe, naissance, d'ailleurs que je remercie énormément, qui est venue faire des photos à la maternité. Et c'est notamment cette photo qui nous a servi sur nos faire-part. Et j'aurais aimé juste pouvoir communiquer et lui dire merci. Juste merci. Montrer que ça avait abouti et que, en fait, ce petit bout de chou, il était là, quoi. T'aimerais avoir un deuxième enfant, Jennifer? Ouais. Enfin, vous aimeriez Oui, avec ton compagnon? on aimerait. On aimerait tous les deux, mais c'est un parcours qui aurait pu me valoir me coûter la vie. La vie, ouais. Voilà. On va pas se le cacher. La pédiatre m'a dit, on va être honnête, un deuxième, ça serait déraisonnable. D'accord. Elle m'a dit, votre fils, il a besoin de sa maman. Votre conjoint, il a besoin de sa femme. Dites-vous déjà que vous avez eu cet immense bonheur d'avoir votre petit garçon qui est super souriant, super En bonne gentil, santé. en bonne santé. Là, on a juste un désagrément, mais on réglera ça au mois de janvier. On ne sait pas encore sur quoi ça va aboutir. Et j'ai dû du coup recontacter le service Amandine, notamment pour le dossier médical de la donneuse. Pourquoi? Quel est le... Alors, en fait, Achille devait se faire opérer. C'est une opération qui est classique. D'accord. Une pose d'aérateur. C'est des petits ventilateurs dans les oreilles suite à de nombreuses otites. Ok. Donc ça, c'est un peu, on va dire, courant. C'est une opération... enfants, ouais. Pour eux, c'est une opération... vraiment, ça prend 10 minutes, un quart d'heure. Et il devait faire les végétations. On n'a pas pu faire les végétations parce que le bilan de coagulation n'était pas bon. D'accord. Et il peut être ce qu'on appelle hémophile A ou hémophile B, Et pour ça, il faut le dossier médical de la donneuse, en c'est ça? sachant que les femmes sont porteuses saines. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut être porteuse sans le savoir. Ça peut passer 1 ou 2 générations.
et ne pas avoir connaissance, sauf si on a un garçon, parce que le garçon développe cette pathologie. D'accord. Mais si votre enfant ne réalise jamais d'examen parce qu'il ne se fait pas opérer, là, on l'a su pour l'opération. D'accord. S'il n'avait pas eu d'opération en prévision, jamais on aurait su qu'il y avait un souci de coagulation. Donc, j'ai appelé pour avoir accès au dossier. Et donc, c'est entre confrères et consoeurs où là, ils se sont échangés des informations. Et elle m'a dit, nous, aujourd'hui, la donneuse, on n'a pas, dans les examens réalisés, parce qu'il faut réaliser quand même une batterie d'examens qui est quand même conséquente, elle n'a pas connaissance de cette pathologie. Mais sinon, elle n'aurait pas pu donner certainement. Voilà, c'est ça. Elle ne serait pas Et, passée dans le filtre. et donc, je lui ai dit, écoutez, sachez que nous, on a rendez-vous au mois de janvier et quand on aura le résultat des examens, je reviendrai vers vous parce que c'est normal de pouvoir l'en informer. Si un jour elle a un petit garçon, parce qu'elle a une petite fille, de pouvoir prévenir aussi sa fille que potentiellement elle porte un gène qu'elle peut transmettre à un son petit fils, garçon. ouais, Voilà. Et au vu de ce qu'elle a fait pour nous, c'est légitime de pouvoir la prévenir et surtout de pouvoir en tout cas l'orienter pour faire des examens. Anticiper et être sûr, aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et être sûr qu'il n'y aura pas de souci pour sa famille. Ouais, bien sûr. Elle a fait tellement un don magique que... Elle a fait tellement pour ta famille, finalement, que tu as envie de préserver la sienne. Voilà, c'est ça. J'ai envie indirectement de pouvoir protéger la famille à venir, en fait, puisque là, pour le moment, c'est que des filles. Mais si garçon il y a, en tout cas, voilà, c'est ça, exactement. Si un jour il y a un petit garçon, pouvoir le protéger, quoi. Julie, tu disais que vous aimeriez, avec ton compagnon, peut-être avoir un deuxième enfant. Si vous avez un deuxième enfant, est-ce que possiblement tu réfléchiras à redonner une nouvelle fois? Franchement, si je le peux, ouais. Si tu peux, tu le ferais. Si c'est encore assez en forme, tout ça, tu maîtrises pas, mais franchement, ouais, je re-signerais pour... Ce qui veut dire que ça n'a pas été un souvenir désastreux, en tout cas pour toi, de faire ce don. Alors, je vais te poser une question. S'il y a des femmes qui regardent ce podcast ou qui écoutent ce podcast et qui se posaient la question peut-être de faire un don, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah déjà, si elles se posent la question, c'est qu'il y a peut-être cette envie qui se nourrit. Et franchement, c'est que quelques piqûres dans un cycle, contrairement au courage de toutes les femmes en PMA qui, elles, le font sur plusieurs cycles. Et c'est le bonheur, la fierté de pouvoir se dire qu'on a aidé à des gens à devenir parents, tu vois, créer des familles. Tu penses régulièrement ça? Alors régulièrement, non, mais ça m'arrive de temps en temps de me dire peut-être que là, aujourd'hui, il y a 1, 2, 3 enfants qui sont nés dans une famille grâce aux dons. Et ouais, non, si, ça me rend fière. Et donc, voilà, je sais pas pourquoi il y a un tabou sur le don d'ovocytes dans la société aujourd'hui. Et c'est vrai que tu vois pas d'affiches partout. Seulement si tu lèves les yeux dans certains centres médicaux, même pas dans toutes les salles d'attente. Si on lève les yeux, parce qu'il y a aussi beaucoup le téléphone maintenant. Et je trouve que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent aujourd'hui de devenir parents. Et si on peut apporter un coup de pouce, franchement, je trouve ça... Surtout si vous avez des amis. Parce que, en fait, vous pouvez gagner des mois sur liste d'attente. En tant que... Si, par exemple, moi... Quand tu es dans le cas de l'attente. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si moi, j'amène une connaissance à moi et que je l'oriente, comme là, dans le service, quand elle va aller pour s'inscrire en tant que donneuse, bien sûr, il faut que ça aboutisse pour la ponction. Il communique le nom de la personne qui les a orientés. C'est comme un parrainage, quoi, en fait, un peu. Mais en tant que donneuse, ils te demandent aussi. Et nous, on pouvait gagner 6 mois, 1 an d'attente. Parce que, comme la banque de donneuses d'ovocytes, elle est faible, on essaie de s'entraider. Et le fait de ramener quelqu'un, pas pour nous, pour quelqu'un d'autre, ils considèrent que du coup, on essaye d'aider les autres et en aidant les autres, eux essayent de nous faire gagner un petit peu de temps. Donc ça peut être 2 mois, 3 mois, 6 mois. Moi, on m'avait dit, vous pouvez gagner 6 mois, 1 an. Est-ce que vous pensez que dans les dons qu'il peut y avoir, lorsque le don est attribué, j'ai envie de dire, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent faire attention, je ne sais pas comment c'est attribué, qui décide de quoi, comment, que les personnes ne se connaissent pas? Justement, ils te le demandent à toi en tant que donneuse si tu connais des gens qui sont en attente de dons. D'accord. Pour éviter que tes propres ovocytes aillent auprès de quelqu'un que tu connais, quoi. Jennifer, je vais te poser la même question du coup, mais à l'inverse, c'est la même question que j'ai posée à Julie. S'il y a des femmes qui nous écoutent, des parents même, parce que ça va aussi concerner les hommes qui sont dans l'attente, parce que la maman va porter, mais l'homme attend lui aussi de construire sa famille. Je pense que cette place, elle est difficile. Elle est difficile. Je pense qu'elle est très difficile parce que
on a ce côté où nous, la femme, on a la responsabilité de porter l'enfant. Il y a quelque chose de plus concret. Voilà, peut-être. mais l'homme, il est un peu dans ce côté abstrait. Ouais. Et en fait, il va être un soutien moral pour sa femme. Mais lui, il ne ressent pas les choses Bien sûr. de façon viscérale. Donc, c'est beaucoup plus long. On a aussi ces 9 mois de maternité qui sont aussi très longs pour les hommes. Et les hommes le vivent différemment. Il y a des papas qui sont plus ou moins impliqués. Et il y en a qui deviennent papas à la maternité. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et moi, j'acclame tous ces papas et futurs papas parce que ils sont des piliers pour les femmes. Parce que dans le parcours, on a des doutes, des craintes, des angoisses. À tout moment, vous vous dites, à cause de moi, je pourrais perdre le bébé si je fais pas attention, si je porte du lourd, si... Il y a une responsabilité énorme, j'imagine. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est maman. aussi le fait d'avoir un conjoint qui va être là et qui va vous épauler et vous dire ça va aller, respire, prends le temps, ça va aller, tout va bien se passer, je suis là, je vais t'épauler, on va s'entraider. C'est une période comme ça, je vais en faire un peu plus qu'à la normale, mais c'est aussi ça, la voie de la parentalité. C'est s'entraider, en faire un peu plus pendant un temps pour revenir à la normale après, ou pas. Vous allez le dire ou pas, hein, pourquoi pas continuer comme ça. Parce que si la maman fait les nuits parce que le papa travaille, voilà, le papa peut continuer un peu à épauler à sa manière à lui, mais c'est aussi se dire qu'il faut aussi laisser la place au père et au futur papa, parce que sans eux, on n'y arriverait pas non plus. Ils sont aussi là dans le parcours, ils nous épaulent. Mais un parcours PMA, c'est long, c'est difficile, mais c'est beau aussi quand ça aboutit. Donc voilà, donner de l'espoir à toutes ces personnes. Et accrochez-vous. Accrochez-vous de tout votre cœur. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous aimez profondément. Sinon, vous ne seriez pas en parcours PMA. Ou en tout cas, vous n'auriez pas pour projet peut-être de faire une PMA et de fonder une famille. Et quand on aime profondément quelqu'un, on est prêt à tout. C'est un tsunami d'émotions. Il y a des hauts, des bas, mais vraiment... tenez bon et vous n'êtes pas tout seul, vraiment. Sachez que vous allez être dans le flou artistique avec les médecins, les biologistes, tout ce qui touche en tout cas au médical. Et après, vous allez être dans l'attente, c'est ça le plus difficile. Mais et concentrez-vous sur vous, votre couple. Et c'est ça qui va faire que vous allez avoir un foyer aussi rempli d'amour. C'est ça. Carrément. Après, là, on a parlé beaucoup de couples de papas, mais il faut savoir aussi que la PMA, elle est ouverte aussi aux couples homosexuels et aux femmes seules. Tout à fait. Il y a des femmes seules qui désirent Oui, aujourd'hui, il y a des femmes seules. Et moi, j'ai une amie qui s'est inscrite il y a quelques mois aussi, là, pour un parcours, justement, pour devenir maman toute seule. Et là aussi, si vous avez des amis, de la famille sur qui vous pouvez compter, n'hésitez pas à les solliciter aussi. Ça, c'est important. Faut pas rester seul. C'est quand même un parcours qui est lourd. Bien sûr. Mais on peut se faire épauler. Est-ce que vous pensez que on vous parliez de priorité, on peut gagner des places si on ramène des donneurs. Est-ce que vous pensez que malheureusement, par exemple, les femmes seules sont mises sous la pile de liste, ou vous pensez que c'est par ordre d'arrivée. On est vraiment juste par ordre d'arrivée et il n'y a pas de discrimination, que ce soit pour les couples homosexuels ou vous êtes, j'espère en tout cas, mais vous êtes tous au même niveau. On est plus nombreux sur liste, ouais. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il va falloir s'accrocher d'autant plus parce que l'attente va être beaucoup plus importante aussi. Mais c'était légitime pour chacun, pour Bien chacune. Sûr. Donc je trouve ça merveilleux qu'en France on puisse enfin avoir accès à ça, et chacun a le droit d'avoir un enfant. C'est ça. Une femme seule a le droit d'avoir un enfant, un couple homosexuel a le droit d'avoir un enfant, bien évidemment. Moi, en tout cas, tous ceux qui passent par ce parcours, de toute façon, c'est que ce sont des gens qui ont envie de donner de l'amour. Qui ont profondément ce besoin d'amour et ce besoin de donner l'amour, qui est un petit être, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit être. Merci vraiment d'être venues toutes les deux. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces deux visions-là. Quelqu'un qui donne et quelqu'un qui a reçu. Quelqu'un qui a vécu un parcours comme toi, Jennifer, long, fastidieux, avec beaucoup de doutes. Je n'imagine pas, évidemment, tout ce que vous avez vécu avec ton compagnon, mais
Voilà, je trouve que c'est formidable d'avoir une voix comme la tienne aujourd'hui. Julie, je ne cesserai de... Je t'aimais déjà beaucoup. J'aimais déjà beaucoup la danseuse que tu étais dans mes cours. Mais alors aujourd'hui, la femme que tu es et apprendre tout ça de toi, ben, je ne suis pas étonnée. C'est vrai? Non. C'est gentil. Je ne suis pas étonnée parce que je crois que j'ai une petite capacité à percevoir le bien au fond du cœur des gens. Et je crois que j'ai tout de suite perçu ça chez toi. Mais c'est vrai. Et d'entendre aujourd'hui que voilà, c'était une histoire à laquelle tu pensais, que tu vois, tu gardais ça. C'est rigolo ce que tu disais un peu dans ma to-do list, quoi. Que tu gardais en tête. Et puis quand tu as entendu l'histoire d'un de tes collègues, tu t'es dit, OK, j'y vais, je fonce. Alors que tu ne connaissais même pas sa femme. Je trouve que c'est... ça prouve la belle personne que tu es aujourd'hui. Et merci à toutes ces femmes qui font des dons. Merci. De tout horizon. Voilà, de tout horizon. C'est extrêmement important. On peut le faire. Donc profitons-en. Entre 18 et 37 ans. Et 37, hein, c'est ça. Ouais. Voilà, je pense à... C'est assez rare que je fasse ça, mais je pense à mes amis qui l'ont fait aussi. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je ne me répéterai jamais assez, mais n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur YouTube, on y répondra avec plaisir. Posez aussi peut-être toutes vos questions. Si vous avez des questions pour Julie ou pour Jennifer, on y répondra. C'est important aussi de se questionner, de partager. En commentaire, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Mettez un petit like. Pareil, si vous nous écoutez en podcast audio, mettez 5 étoiles sur cet épisode. C'est vraiment, vraiment très important pour nous, pour qu'on puisse, pour qu'on continue d'exister. Merci à toute l'équipe qui m'a aidée à préparer ce nouvel épisode d'Avec ou sans sucre. Encore merci de vous être déplacées, les filles. Merci à vous. C'était un épisode très touchant, un premier épisode à 3. Et je trouve ça aussi génial de pouvoir croiser des chemins de vie et des parcours. Et Julie, j'étais très heureuse de te retrouver. Je ne savais pas que j'allais te voir aujourd'hui et ça embellit ma journée. Merci à tous et je vous dis bien évidemment dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et si vous le souhaitez, si vous avez envie d'être à la place des filles, j'ai envie de dire c'est tout simple. Vous nous écrivez à avec ou sans sucre podcast@gmail.com. On vous met l'adresse en description de toute façon si besoin. Écrivez-nous votre histoire, on vous lira avec plaisir. Je dis on puisqu'il y a toute une équipe qui travaille avec moi et que je remercie beaucoup parce que sans eux le podcast n'existerait pas. On vous lira. On prendra le temps de vous répondre et on espère vous accueillir aussi ici pour parler de votre histoire. Et c'est ça le nouvel ADN d'Avec ou sans sucre, c'est vous laisser la parole. Je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao. Super. Merci les filles. Merci à toi. Merci à toi.